Bienvenue, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, cette semaine, Danny Boudreau, un pote à moi, un homme fascinant, un homme fasciné et fascinant, un homme curieux, un homme cultivé, vraiment un homme d'une grande qualité, vraiment. C'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire, c'est quelqu'un aussi que j'estime grandement le travail. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qu'il ne fait pas. C'est un poète, c'est un acteur, autant au théâtre qu'au cinéma qu'à la télé. C'est aussi un dramaturge. Il est professeur aussi. Il a été professeur, il n'a plus vraiment le temps d'en faire. Il fait aussi... donc, en fait, il travaille aussi dans tout ce qui est le doublage. Donc, tout le travail de voix. Il n'y a pas grand-chose qu'il ne fait pas, puis il n'y a pas grand-chose dans quoi il n'est pas bon. Donc, vraiment, c'est quelqu'un de fascinant. Il a pris le temps de venir au podcast, de nous parler un peu de comment il voit sa carrière. Comment il voit le milieu au Québec aussi. Je trouve que ça aussi, c'est super intéressant. Donc, est-ce qu'il voit le milieu comme un milieu en santé? Est-ce qu'il voit le milieu... Comment, en fait, on fait pour se faire une place au Québec, dans le milieu des arts? Il est aussi très lucide par rapport à l'idée d'écrire et de mettre en scène. Donc, il se voit vraiment plus comme un acteur qui écrit que comme un dramaturge qui joue. Et il en est très lucide parce que semblerait-il qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment écrire ou qui veulent écrire. Souvent, quand ces deux talents-là, ben, on penche vraiment plus à engager d'autres acteurs parce qu'on se dit, ben, tabarnouche, eux, ils savent juste jouer alors que lui, il sait jouer et écrire. Et pourtant, Dieu sait qu'il est capable de faire les deux et qu'il est bon dans les deux. Donc, je trouve que c'est quelqu'un qui négocie sa carrière de manière splendide. Donc, voilà. Il y a une petite touch philo aussi. Hein? On est un peu philosophique là-dessus. T'sais, on parle entre autres de Lars von Trier. On parle entre autres de philosophie, de Camus, parce qu'il a écrit la pièce, en fait... je veux pas le moffer. Des fois, ça arrive que je change. Je t'écris au milieu de... J'allais dire, on s'écrit. Je t'écris au milieu d'un bel orage que j'ai été voir. Vraiment un bijou. Donc, on parle de l'amour que Maria Cazares et Albert Camus ont entretenu, et ce, de manière à la fois physique, mais surtout épistolaire. Donc, à partir des correspondances qu'ils ont entretenues ensemble, on en parle beaucoup parce que ça venait de sortir. Donc, on était à la 2/3e représentation au TNM. Malheureusement, quand l'épisode va sortir, vous ne pourrez pas aller voir la pièce. Mais n'empêche, vous allez quand même pouvoir avoir un behind the scenes, donc dans les coulisses avec Danny Boudreau. Vous allez voir, c'est un homme extrêmement attachant. Voilà, je trouve qu'il nous montre vraiment beaucoup sa personne et sa vulnérabilité. C'est ce qui est pour moi extrêmement touchant dans cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie? Non, on parle de Rodrigue Jean, on parle de François Delisle, on parle de Denis Côté, puis encore une fois de Brigitte Hankins. Tabarnouche. C'est pas rien quand même. Alors, mesdames et messieurs, ce sera dans 3, 2, 1. Salut. Salut. Hey, écoute, Danny, merci grandement d'avoir accepté. Je fais comme si ça fait pas 30 minutes qu'on se jase, mais, mais je vais commencer tout de suite avec... Exact, mais je vais commencer avec ma première question. T'es né où et en quelle année? D'ailleurs, ça, c'est une bière Hochelag, je dois le dire avant. Ben oui. C'est dans une Alexander Key, j'ai mis ça. Moi, c'est une Nano IPA. Très bon. Merci. C'est vrai que c'est bon, merci, Hochelag. Je suis né à Métabetchouan. Ben, en fait, plus précisément... à l'hôpital de Roberval, mais j'ai grandi à Lac-à-la-Croix, qui est maintenant fusionné avec Métabetchouan. Okay. C'est au Lac-Saint-Jean. Donc, je suis un petit gars du lac, mais je suis parti à 17 ans, puis là, j'ai 39, donc je me considère plus comme un Montréalais maintenant. OK, ouais. Parfait. Puis, je suis curieux, as-tu fait tes études pour devenir acteur, poète, au Lac-Saint-Jean? Ou quoi qu'à 17 ans, j'allais dire... T'es même pas au cégep? Non, c'est ça. Moi, j'ai voulu vraiment partir le plus vite possible de cette région. Ah ouais, c'est vrai? T'es encore en fait, non, vraiment pas. Je me suis vraiment réconcilié avec mes origines pour vrai, parce que sinon, on vieillit jamais. 4 ans de psychanalyse lacanienne m'ont bien aidé. Mais sinon, j'ai déménagé. En tout cas, le contexte dans lequel j'évoluais, je voulais le quitter, mais tu sais, c'est pas par rapport à la région. Moi, je suis né dans un rang 2 de Lac-à-la-Croix sur une ferme. Après, comme adolescent,
J'ai été élevé, mes parents tenaient une maison, une résidence pour déficients intellectuels. Donc, il y avait tout ça que je voulais fuir, en fait. Donc, je suis parti. OK. J'ai fait mon cégep à Rosemont, au cégep de Rosemont en cinéma. Donc, ça m'a donné vraiment une culture cinématographique. C'était malade, là. C'était vraiment des profs qui étaient proches de Falardeau puis tout ça. Enfin, du cinéma direct. Pierre ou Philippe? Oh, OK, tu les connais bien, Philippe. Pierre, t'es un blondin. C'est-tu ça? Pierre ou Philippe? J'allais dire Pierre ou Philippe Falardeau. Oui, pardon. Pierre, oui. Okay. Oui. Non, je pensais que tu me parlais de prof. Non, parce que j'ai eu des profs... c'est vrai, puis je te target sur... Oui, j'étais comme, mon Dieu, est-ce qu'il y a ici les profs? Wow, quelle documentation. Non, mais ouais, c'est ça. J'ai fait cinéma 2 ans à Rosemont. Après, je suis allé à l'UQAM en critique dramaturgie, que ça s'appelait à l'époque. Donc, études théâtrales maintenant. Ça m'a donné une culture théâtrale. J'ai lu et... Pardon, j'ai des rapports. C'est de la faute d'Hochelag, pour ne pas les nommer. Et puis sinon, après, j'ai fait mes auditions à l'École nationale. Et voilà, c'est là que j'ai appris mon métier de comédien. Génial. Puis tu rentres à quel âge à l'école de théâtre? 20 ans. Ouais, 20 ans. 21, 20 ans. Ouais, entre les deux, ouais. J'allais dire, ça, c'est quelque chose parce que t'es le premier acteur que je reçois. Puis au Québec, contrairement aux États-Unis, où c'est extrêmement cher d'entrer à l'école. Oui. Pas au Québec, ou du moins, c'est plus accessible qu'on peut penser. Oui, mais je dirais quand même qu'à l'École nationale, c'est l'école de théâtre la plus dispendieuse au Québec, dans la mesure où c'est une école privée qui est subventionnée par Patrimoine Canada et pas par le ministère de l'Éducation et de la Culture. Donc, le conservatoire, le système des conservatoires, c'est comme l'université, tandis que l'École nationale, c'était cher pour moi. Puis je devais écrire des lettres à ESSO ou des gouverneurs pour leur demander de payer mes dents de sagesse ou de m'aider à manger. Et ils me donnaient de l'argent. Et moi, tu sais, j'ai tellement été endetté. Je me suis marié pour exploser ma limite d'endettement. Et puis là, après ça, tu sais, j'ai fini mon école nationale quand même avec 53 000 de dettes. Là. Donc, après ça, j'ai fait, heureusement, de la télé. Et là, j'ai payé payé mon école nationale, puis tout ça, mais ça m'a vraiment coûté cher de devenir comédien. Puis on finit l'école, puis on n'est pas docteur, tu sais. Non? Ouais. Ah, mais écoute, j'ai 1000 questions, là. J'ai fini il y a 2-3 ans de payer de toutes mes dettes sont payées. Il y a 2-3 ans? Ouais. je l'ai étalé sur... il me restait des grenailles, il me restait quelques milliers de dollars. Mais j'allais dire, puis est-ce que tu avais du support familial monétairement? Non, OK. Fait que t'arrives là-bas, t'as ton cégep, c'est ça. Tu fais ce que tu peux, puis... Exact. Ah, OK. Puis à l'école, par curiosité, se marier, puis est-ce que c'était... c'était-tu... Parce que t'es plus marié, je pense? Non, je suis divorcé. Mon statut sur mon... c'est comment on appelle ça? Mon certificat de naissance, c'est écrit statut divorcé. Aïe, OK. Mais je l'ai fait avec ma meilleure amie à l'époque. On a habité 7 ans ensemble. Tu sais, c'était... Mais c'est la seule façon. C'est la seule façon. Moi, je viens d'un milieu quand même prolétaire, là, assez ouvrier. Une famille avec une éducation. Ma mère est allée à l'école beaucoup plus tard, puis, parce que c'était une femme qui était prise avec 1000 servitudes. Ouais. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, mais elle vient pas de ce milieu-là. Je viens pas de ce milieu-là d'éducation ou de culture, du tout. Ben, c'est fou parce que là, je peux faire un lien qui va m'éloigner de l'ordre chronologique de l'entrevue, mais j'allais dire, t'as quelque chose qui est proche de Camus quand même, toi qui as écrit sur Camus, mine de rien, non? Ben, c'est sûr que, en tout cas, dans le spectacle que je fais en ce moment, que j'ai adapté, j'ai beaucoup mis ça en valeur, dans l'idée du transclasse. Ben oui. Je suis vraiment transclasse, puis il y en a beaucoup, puis je trouve qu'à notre époque, on parle beaucoup d'identité, d'identité sexuelle, d'identité de genre, etc. Puis je suis absolument... je suis le premier sympathisant, allié, voire très impliqué. Mais on parle plus beaucoup des luttes de classe. Et je trouve que s'il y a quand même une réunion à faire... Donc moi, c'est ça. C'est sûr que quand je lis Édouard Louis ou des auteurs comme ça, je peux m'identifier beaucoup. Je m'identifie beaucoup à leur quête, puis à leur détresse, puis à leur recherche d'idéal. Wow.
Génial. Écoute, en fait, je te poserai la question parce que, justement, vu que tu es le premier acteur, c'est comment faire une école de théâtre? Ça ressemble à quoi, faire une école de théâtre aussi? Puis j'imagine que tu as des profs vedettes à l'époque aussi. Je pense que ça, c'est aussi le propre de l'École nationale, c'est d'avoir des profs qui sont quand même des vitrines. Là. Je pense à Anne Norval, en ce moment même, est prof. Oui, Anne, elle enseigne pas en ce moment, mais elle a enseigné il y a quelques années, beaucoup plus drôle, parce qu'il y avait 2 étudiantes hier qui sont venues la voir, parce que, tu sais, on crée des liens forts avec les profs, quand même. Mais je sais pas, en fait, qui va écouter ce podcast-là, puis j'espère que ce sera des acteurs en formation ou des... Mais oui, je dirais que... moi, j'ai fait une école nationale qui est très différente, je dirais, avec un esprit vraiment différent de celui dans lequel on étudie aujourd'hui. Je pense vraiment que c'était une autre école. Donc, c'était moins une école d'art qu'une école de métier. Okay. Et je suis arrivé dans toute une mouvance où André Brassard était parti pour des raisons de santé. Il a fait un ACV à cause de sa consommation. Ensuite, Denise Guilbeault venait d'arriver. Puis elle a vraiment fait de l'École nationale une école de métier avec insertion dans le travail, très, très axée sur le travail et comment on va travailler après. Et bon, c'est bien sur certains aspects, mais sur d'autres, moins, selon moi. Puis aussi sur... tu sais, c'est quand même elle qui m'a invité ensuite à enseigner comme prof à l'École nationale. Des fois, j'ai pas enseigné depuis le début de la pandémie parce que j'ai pas le temps. Mais j'ai beaucoup de respect pour elle. Mais en même temps, c'est vraiment une autre école. C'était plus dur. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai des Michel Rossignol comme prof, tu sais, des espèces de monuments qui ont créé des grands personnages de Tremblay, des Sophie Clément, mais qui fumaient dans le local. Tu sais, je veux dire, Michel a déjà lancé quelque chose sur une partenaire de jeu avec qui je jouais parce qu'elle la trouvait mauvaise, puis elle sacrait dessus. Tu sais, je veux dire, c'est tellement on voulait plaire aussi, tellement J'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a une génération qui connaît plus ses droits et qui est parfois... c'est pas une critique, mais c'est un constat. Nous, on acceptait le menu qu'on nous donnait. Oui. C'était ça. C'était ça, puis on était comme, ah, OK, on va avoir un cours de buto, mais qui va nous servir à rien. Mais en même temps, j'adore le buto. mais on discutait pas les choses. Ouais. Et aujourd'hui, les gens connaissent leurs droits, mais maintenant, il y a un plus grand clientélisme aussi, je trouve, dans les écoles de théâtre. Donc... c'est-à-dire que, voilà, ce dont j'ai besoin. Les gens pensent, en tout cas, ont raison à certains égards, mais disent savoir de quoi ils ont besoin. Mais nous, on se faisait dire, ah, OK, vous pensez qu'on a besoin de ça, donc les besoins étaient identifiés par les autres. Donc, je pense qu'il y a peut-être un équilibre à trouver entre les deux. Mais ça, c'est mon avis. Mais j'allais dire, tu fais quand même un bon portrait parce que c'est quelque chose que nous, à l'UQAM, on vote les plans de cours. Fait que quand tu t'inscris, tu donnes un certain montant, puis après ça, tu votes ce qu'on va t'enseigner. Mais je sais que ça va sonner... une toute autre structure aussi, plus démocratique, et l'UQAM en plus, ouais. 100%, mais j'allais dire, d'un autre côté, puis je vais sonner super démagogique dans le sens où moi, si je parle pas l'allemand, fait que c'est sûr que d'aller dans un cours où on va m'apprendre l'allemand puis voter comment on va apprendre les participes passés en allemand, je connais pas ça. Je m'en viens pour apprendre. C'est un peu... Oui, c'est un peu contradictoire de dire « Hey, quand même, t'es là pour apprendre. » Puis des fois, oui, il y a des gens qui le savent plus que toi. Puis Puis je comprends toute une lecture patriarcale. Il y a des textes qu'on doit visiter pour savoir qu'on ne veut plus les faire. Oui. Pour moi, c'est important. Mais tout se fait dans le dialogue, je pense. Puis... je pense que tout se fait J'ai fait aussi une école, j'ai l'impression, qui valorisait vraiment l'affect et l'émotion au détriment de l'intelligence, selon moi. Mais moi, j'ai beaucoup caché ce que je connaissais à l'École nationale parce que c'était mal vu. Donc, tu sais, c'était considéré comme « Ah, mon Dieu! » Puis j'ai eu une École nationale assez... sereine, où j'avais des bonnes évaluations, j'avais des beaux rôles, ça allait, mais... Et mon Dieu, tu m'amènes sur un sujet. C'est sûr que là, ça me fait penser à quelque chose, mais il y avait une vision aussi de la masculinité qui était très... Ah oui, c'est ça. Tout à fait. Mais il y avait une vision de la masculinité aussi qui était véhiculée où vraiment, il y avait un double standard, où on demandait un grand dédoublement aux gars avec un physique, je dirais, plus délicat ou plus... comme moi, mettons, moins bâti, moins musclé, whatever. Puis on ne demandait pas la même chose à d'autres gars, d'aller dans une délicatesse ou d'aller dans une espèce de... On ne demandait jamais ça.
Et je parle même pas d'orientation sexuelle. Ben, en fait, non, moi, j'étais déterminé ou acharné à faire « Ah oui, mais je veux faire ça. » Puis j'étais valorisé là-dedans dans ma construction de personnage, mais c'était vraiment... J'étais valorisé à mes évaluations. « Bravo, t'as vraiment réussi à prouver que t'étais... » Puis là, tu finis l'école, puis là, je fais un rôle, un soap à TVA où je deviens un père, un jeune père, puis j'ai une petite fille, puis là, je joue là-dedans 7 ans. Et puis à un moment donné, je dis à l'autrice, ouais, j'ai... Mais le soap, il y a un nom, par contre. Destinée. OK, parfait. Destinée à TVA. Écoute, j'ai joué là-dedans 7 ans, mais j'ai beaucoup appris. Et l'autrice, je me confie à elle, puis je lui dis que j'étais en rupture avec mon chum de l'époque et tout, puis... Okay. Et là, elle a changé mon orientation sexuelle dans la série. Puis là, tu sais, j'avais jamais joué ça. En tout cas, j'avais jamais même ça. Puis là, tout à coup, c'était juste pour un revirement. Mais tu sais, même le public était comme... Hein? puis j'ai pleuré, j'ai tellement pleuré parce que j'ai vu ça comme un échec à l'époque. OK. Et maintenant, je m'en sac, là. Je m'en fous. Puis je me suis dit, hey, je vais toutes les jouer. Puis donnez-moi-les toutes si sont bien écrits puis bien faits. Je m'en fous. OK. Puis c'est pas... je parle de rôle LGBT, whatever. Tu sais, je me dis, si c'est construit, complexe, complet, je m'en fous. Parfait. Vraiment. Ouais. En tout cas, excuse-moi, je dérive. Là, j'ai vraiment une sacrée mais c'est parce que ça me fait... Ben écoute, moi, je fais ma recherche, tu sais, puis en te recevant, puis... Écoute, j'avais l'impression, en lisant juste article après article, il y avait comme un côté porte-étendard, là, tu sais, sur ces questions. J'ai pas choisi ça, mais à un moment donné, je me suis écœuré. Je comprends. Je me suis écœuré, puis je pense qu'on a quand même une responsabilité politique. Puis je le fais même de façon détournée ou même pas frontale, même à travers les projets que je fais. Ben oui. Je dirais même le show autour de Camus et de Cazares au TNM en ce moment avec Anne Dorval puis Steve. Même si c'est un couple hétéronormatif, c'est quand même un couple qui cherche un nouveau modèle amoureux, qui cherche différentes choses et d'aimer autrement et de dépasser aussi la morale. Donc, pour moi, ça parle encore de ça. Donc, j'essaie de faire ça. Puis des fois, je trouve qu'il manque vraiment de solidarité dans notre communauté. En fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de communauté, mais des fois, je trouve qu'il en manque. OK. Aïe, wow. Puis c'est ça, fait que tu sors de l'école, est-ce que tu fais surtout du théâtre? Est-ce que tu fais surtout de la télé? Comment ça fonctionne pour gagner sa vie? En fait, c'est toujours... tu sais, on est vraiment tributaire du désir des autres, hein, comme acteur. Ben oui. Donc, ça dépend c'est qui nous fait confiance. Donc, moi, c'est beaucoup Claude Poisson qui m'a fait confiance, le premier. Claude, il m'a pris dans un spectacle de Pierre Lapointe comme remplaçant d'abord. Puis après, la personne que je devais remplacer, ses problèmes de santé se sont résorbés. Puis il m'a dit, il est allé chercher un budget pour me garder, pour que je reste là. J'étais choriste danseur sur un show de Pierre Lapointe. C'était Mutantes à l'époque, mais puis c'était drôle, tu sais. J'ai fait ça. Puis après, moi, je faisais beaucoup de lectures de textes avec le Centre des auteurs dramatiques. Puis c'est comme ça, comme acteur, que je me suis fait connaître. En faisant des lectures publiques, des metteurs en scène m'ont vu, des auteurs, des autrices. Puis on fait « Ah, OK. » Fait que là, je me suis fait engager comme acteur au théâtre. Mais c'est vraiment... j'arrête pas de le dire même aux étudiants. Lisez. Développez votre lecture, même à première vue, votre intelligence du texte, parce que c'est vraiment la lecture public qui m'a fait travailler comme comédien. Ensuite, j'ai fait une audition, puis tout le monde me disait, tout le monde est comme « Ah, Danny, t'es tellement un gars de création, tu vas faire de la création, chose qui est vraie, en partie. » Mais en finissant l'école, j'ai fait une audition pour Destinée, je l'ai eue, puis là, j'ai fait beaucoup de télé, puis plein de trucs à TVA, à Radio-Can, puis là, je me suis mis à... C'est drôle, parce que c'est pas du tout ce qui était pressenti, tu sais. Puis j'allais juste vite, t'es-tu heureux en faisant de la télé puis travailler sur Destinée? Ben, écoute, j'ai eu des moments... Ah ouais, hein? C'est sûr que j'étais pas toujours heureux, mais j'ai fait des liens profonds avec des individus extraordinaires sur ce... Tu sais, je veux dire... J'ai appris énormément, tourner 12 scènes par jour, émotion, tu sais, j'avais pas vraiment j'avais fait des cours avec Claude Desrosiers de jeu caméra à l'École nationale, mais ensuite, c'est une école, j'ai vraiment appris en le faisant. Mais c'est juste, c'était un soap, tu sais, c'était vraiment réalisé comme ça, donc si ma blonde braillait, il fallait que je braille aussi, donc il y avait même pas de...
c'était très poussif, tu sais, mais en même temps, j'avais une grande liberté de changer les textes, puis tout ça. Donc, j'ai développé une rigueur. J'ai vraiment développé une rigueur. En fait, j'ai transféré une rigueur théâtrale que j'avais, puis je l'ai faite dans mes textes. J'ai toujours eu une grande rigueur. Puis c'est drôle parce que Destinée, ben c'est ça, tu sais, j'ai forgé des liens avec une réalisatrice comme Myriam Bouchard, qui vient de réaliser 23 décembre, puis elle m'a pris dans son film, puis, tu sais, c'est sûr qu'on crée des liens profonds, puis avec, tu sais, c'est drôle parce qu'il y avait je suis arrivé, puis moi, j'avais l'air très jeune quand j'ai terminé l'École nationale, fait que j'avais 24, mais le rôle avait 17, 18. OK. Donc, fait que là, il y avait un coach pour les jeunes parce que j'étais le seul jeune dans la gang de jeunes formés. Okay. Donc, il y avait un coach pour les enfants. Alors, j'y allais, tu sais. J'y allais, mais elle me laissait comme tranquille, mais en même temps, j'y allais. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, non, mais parle-moi, tu sais, dis-moi si tu as des commentaires à me donner. Puis ça. Je trouvais ça trippant d'apprendre aussi. Puis je prenais tout, là, tu sais. Puis des fois, il y avait d'autres acteurs qui disaient, ah ouais, t'as-tu un coach? Je dis, ben, c'est cool, tu sais. Moi, j'ai comme quelqu'un qui peut me parler de ma scène. Puis après, j'avais aucun orgueil. J'apprenais. Puis, tu sais, j'ai gagné ma vie. J'ai gagné ma vie. Puis j'allais dire, parce que c'est ça, je veux dire, ça, c'est très payant, la télé, j'imagine, puis c'était pas une quotidienne, je pense. C'était une hebdomadaire, mais j'avais à peu près une 30 garanties par année. Donc, c'est sûr que ça doit mais au début, c'est vraiment pas si... c'est pas si payant pour ce que c'était, mais tu sais, maintenant, je suis mieux payé, là, mais en sortant de l'école, c'était wow. Mais sinon, moi, j'ai fait mes cours pour rentrer en doublage au conservatoire d'art dramatique. J'ai fait tous mes cours... Je suis super ignorant. T'en as-tu fait beaucoup de doublage? Oui, j'en fais beaucoup. Ouais, la moitié de mon année financière est fondée sur le doublage. Doublage sur impression vocale. Je fais énormément de voix. Wow! Ouais. Nice! OK. Fait que c'est ça, fait que tu sors de l'école, t'es chanceux, tu travailles fort, t'es rigoureux. En fait, c'est ça que je voulais dire par rapport à la confiance. C'est qu'on se fait... Il y a des gens qui nous font confiance, mais on doit honorer cette confiance. Bien sûr. Donc, la loyauté. J'ai eu de la chance, mais il faut l'honorer aussi. C'est comme dans les deux sens. Donc, bien sûr. Claude m'a fait confiance. Donc, ensuite, je parle de Claude parce qu'il m'a engagé sur Mutantes. Puis, j'imagine que ça a vraiment cliqué, lui et moi. Il m'avait enseigné à l'école en première année. Puis après, il m'a engagé sur le Dragonfly of Chicoutimi ou FTA en 2010. Et là, c'est ça qui m'a lancé pour faire des premiers rôles au théâtre. C'est vraiment... C'est ça. Là, j'ai joué à Espace Go. Là, après ça, j'ai jamais arrêté de faire du théâtre. T'es as-tu toutes faites les théâtres? Oui, sauf un. C'est vrai, lequel? Devine. Il est sur Saint-Denis. OK, parce que sur le coup, j'allais dire... Ben là, tu vois, à chaque fois que j'en nomme un, il y a une pièce qui me vient, j'allais dire Espace Go. Ben non, crème, Espace Go, t'as joué... Au Rideau Vert. Au Rideau Vert, j'ai jamais joué là. C'est vrai? Puis... Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Je sais pas, mais des fois, je me dis c'est peut-être certaines pièces esthétiques. Les gens qui travaillent là, ça a pas donné. Ça a juste pas donné. Ouais, c'est ça, j'imagine. Mais, je me suis promené. C'est des familles, hein. Il y a des familles aussi. J'ai joué beaucoup à Go. Beaucoup à Espace Go. Ben oui. Exact. Ouais. Puis c'est ça, mais j'allais dire aussi, quand tu quittes, parce que, est-ce que c'est peut-être moi qui suppose, mais parce que tu as une grande carrière aussi en écriture? Mm-hmm. Puis comment ça fonctionne, ça? Est-ce que c'est parce que tu joues dans des trucs qui sont plus alimentaires, puis là, tu te dis, je vais écrire de mon côté? Si tu as un désir que tu as toujours eu d'écrire? Moi, toutes les personnes que j'ai reçues ici, ce n'est pas un plaisir écrire. Et la seule personne que je suspecte qui apprécie écrire, c'est toi, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que tu te lances à chaque fois que tu écris. Je trouve ça difficile d'écrire. OK. Confrontant, genre? Ou c'est difficile. J'ai l'impression des fois que je le fais parce que les gens m'ont dit que j'étais bon pour le faire. Ou que certaines personnes m'ont dit, parce que j'y crois pas toujours, mais j'ai pas exactement... J'ai un grand sentiment d'imposture comme auteur que j'ai pas comme acteur. Parce que j'ai été formé. Puis parce que... puis j'ai certains petits traumas. Je sais pas. Mais j'ai toujours été hybride. Comme... Mais par rapport à quel trauma? Je trouve que c'est un métier de solitude extrême. Et je trouve que dans des lectures, ou les gens sont... Il n'y a pas la famille qui existe en théâtre dont moi j'ai besoin. En même temps, je suis bien quand j'écris. J'aime ça. J'aime traduire les choses. J'ai une grande sensibilité aux mots. Et je cherche à dire quelque chose qui se dit pas, avec le langage aussi limité soit-il. Mais...
C'est drôle parce que c'est ça. Ça parle beaucoup de ça, le spectacle aussi au TNM, de cette espèce d'ambivalence que j'ai d'amour-haine avec mon rapport à l'écriture. Mais tu sais, là, en ce moment, j'écris un roman. Ça fait 4 ans que je travaille dessus, puis j'ai l'impression que ça aurait pu prendre 2 ans, mais je suis aussi vampirisé par l'écriture, dans le sens où j'arrive sur un projet, puis souvent, on me dit « Oui, mais Dany, qu'est-ce que tu penses de... » Alors là, au final, j'ai toujours mon avis à dire, ou sur la dramaturgie ou quelque chose, puis finalement, des fois, je suis impatient, puis insatisfait. Donc là, je mets mon bras dans ma chine, puis je vais m'en occuper. Donc, finalement, je me ramasse parfois à faire la dramaturgie sur des shows sur lesquels je joue, puis j'aime ça, mais ça me prend tout, tu sais. J'ai fait sur plusieurs spectacles, puis des fois, il y a des gens qui m'approchent en me disant « Oui, tu pourrais regarder en écriture de plate. » Je fais... Là, des fois, j'ai envie de juste jouer, tu sais. Je comprends. De juste jouer, puis de ne pas avoir mon avis dramaturgique sur la chose. Ouais. C'est quelque chose... Oui, puis des fois, j'ai l'impression que je connais rien. Tu sais, j'ai pas fait création littéraire. Non, mais à chaque projet, il faut s'avouer que on part de rien. C'est comme acteur, tu sais, je me dis, j'ai l'impression, oui, il y a des choses d'expérience que tu revisites, mais j'arrive toujours à peu près très, très virginal et dans le doute. Mais je trouve que le doute est une bonne... le doute positif, pas qui paralyse, mais le doute qui propulse, là. C'est peut-être pour ça aussi que les gens, tu dis le terme vampirisé, je pense pas que c'est quelque chose que les gens font avec toi, mais ils ont tendance à... Tu donnes beaucoup, tu es organisé, vu que tu es impatient, tu fais les choses rapidement et bien. Fait que j'ai comme l'impression que c'est pour ça que les gens te demandent beaucoup, là, parce que c'est vrai. Non, mais tu sais, tu es dans le doute et tu connais beaucoup. Et ça, habituellement, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose à un moment donné qu'une prof m'avait dit. Là, tu vois, tu le joues con, mais les cons, ils doutent pas. Fait que c'est une bonne affaire à savoir. Fait que si ça peut fonctionner pour toi... Quel prof t'a dit ça? C'est bon. C'est très bon, ça. C'est très bon. Souvent, si t'es con, tu penses que t'es plus intelligent que l'autre. Tu dis des choses, pas d'une banalité ou d'une... Avec une telle conviction. Moi, je me méfie toujours des gens un peu sentencieux ou qui... Je me méfie des gens trop joyeux. Aussi, ça, je me méfie. C'est vrai? Voyons, c'est impossible. Mais ça fait plus peur quand la... non, mais j'aimerais ça. Peut-être que j'ai pas accès complètement à ma joie, mais des fois, je me dis, mon Dieu, cette personne-là cache un abysse et c'est du déni. C'est impossible. Je me m'égare. Exact. Puis, tu sais, moi, en fait, on part dans plein d'affaires, puis ça me rend curieux parce que dans tout ça, c'est à partir de quand tu croises ou tu rencontres, entre autres, Denis Côté, qui est quelqu'un que j'aurais aimé ça recevoir ici, puis que j'apprécie grandement. Là. Je sais que le lien est un petit peu croche, mais... Non, mais c'est on pourrait faire un lien avec des gens qui nous inspirent et qui nous ont fait confiance. Je dirais, pour moi, Denis, c'en est un. Parce que c'est ça avec beaucoup de réalisateurs et réalisatrices, non? Oui, puis moi, j'ai fait beaucoup de cinéma par accident. Je veux dire, j'ai pas... J'ai eu des rôles au cinéma par audition, mais peu. C'est beaucoup des gens qui m'ont vu au théâtre qui m'ont donné des rôles. Wow. Donc, j'incite vraiment les gens à ne pas douter. Pardon, je rate ma hochelag, c'est ça. On enlèvera son montage. Je peux être très sophistiqué, très vulgaire en même temps. C'est l'acteur en soi. C'est mon registre. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, Denis Côté, en fait, c'est drôle parce que j'étais allé à la Cinémathèque avec une de mes meilleures amies, Sophie Desmarais, qui avait joué dans Curling, et qui est très proche de lui, qui disait toujours « Mon Dieu, que tu t'entendrais bien avec mon ami Denis, blablabla. » Puis là, je suis allé là, j'avais les cheveux longs jusqu'ici. J'étais habillé vraiment underdressed. C'était une première d'un film dont je ne me souviens pas. C'est pas super. J'étais underdressed. Je ressemblais à peu près aujourd'hui. J'avais une espèce de T-shirt vert avec un truc carotté bleu, troué, des bottes d'hiver. J'étais comme bon. Puis là, il m'a regardé. Puis il m'a dit Il m'a regardé, je me souviens, il m'a regardé de la tête aux pieds. Et puis, il a demandé à Sophie mon numéro. Après, on a parlé. Là, Ah oui, on s'est ostiné. Il a parlé contre une comédienne, je sais pas, mais des fois, il est provocateur. Là, Ah, j'aime pas trop le style. Je dis, mais de quoi tu parles? Je sais pas. On s'était comme un peu ostiné. Mais c'était une obstination. C'était plus... je sais même pas s'il s'en souviendrait, mais en tout cas, moi, je m'en souviens. Puis c'était plus un débat amical. Avec beaucoup de verve. Puis là, le lendemain, je sais plus, il a demandé mon numéro à Sophie, puis il m'a dit « Ouais, dans Vic et Flo, j'aimerais ça que Dany fasse un truc. » Mais c'était un rôle muet, le premier. C'était vraiment un caméo. Ouais.
Puis je faisais un conducteur de go-kart avec Romane Boringer. Romane Boringer, qui est une grande actrice française que j'avais vue dans des films de Cyril Collard. Puis moi, j'avais une admiration sans borne pour elle. Là. Fait qu'il m'a invité là, puis dans le scénario, c'était écrit « Objet de désir ». C'était ça mon nom. J'étais comme « What? » Puis la scène était, somme toute, assez... même pas nécessaire à l'avancement de l'action du film, mais lui, il y tenait, puis il était comme « Non, c'est important, c'est un tribute à Fassbinder, à un autre... » Puis on voit que le personnage... C'est le seul qui a vu ça, genre. elle flirte avec... Tu sais, fait que lui, il fait beaucoup de crédit à d'autres réalisateurs dans ses films, des fois. Puis elle est restée, puis il y a plein de gens qui m'en ont parlé. Puis après, il m'a pris dans Boris sans Béatrice pour une scène étrange où je suis maquillée à l'os. Tu joues Electre? Où je joue Electre, avec Maxime qui joue Oreste. Puis après ça, j'étais censé jouer un été comme ça, mais il nous a coupé au montage parce qu'on n'avait pas rapport. Puis le film durait genre 3 heures, puis il a dû le couper. Il m'a appelé pour me dire « Hey, je suis désolé. » J'ai dit « Hey, mais je m'en sacre. » C'est encore une scène un peu... il nous fait toujours apparaître comme Jack in the Box, mais j'aime beaucoup son cinéma, puis j'aime qu'il cherche, j'aime que... Ouais, il a l'air insatisfait, puis tout le temps... Tu sais, le terme plus anglais, là, mais c'est quoi? Oui, insatisfait, mais j'allais dire hungry, là, tu sais. Toujours insatisfait, tout le temps en 2-3 projets en même temps, puis il y avait de quoi que je trouvais... C'est un chercheur. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui fait du cinéma comme de la recherche, je sais pas. Puis il a vraiment son film dans la tête avant, c'est ça qui est fascinant. Tout son découpage est fait tellement précis. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le tournage. Il y a des gens qui improvisent beaucoup puis qui se font des safety parce qu'ils doutent sur le plateau. Pas lui. Lui, il se fie à son film intérieur, son découpage, et c'est ça qui est ça. C'est très, très étonnant. Ouais. Mais d'ailleurs, Curling, je pense, la première scène, j'ai écouté une entrevue, genre... Ouais, il n'y a pas trop de safety pour la première. Fait que si on la manque, c'est sûr que là, le film peut être raté, mais c'est ça le cinéma des fois, tu sais. Tu rates la première scène de ton film, pas plus nerveux que ça. On en a fait une, il neigeait, pas trop de lumière, peu importe. non, mais c'est quelqu'un qui a énormément d'humour aussi, puis il y en a dans ses films. Très grande sensibilité aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé son film Un été comme ça, son dernier film. C'est son plus rapide aussi, là. Oui, mais il a travaillé avec une différente monteuse aussi. C'est la première fois qu'il travaille avec Dounia Zichov. En tout cas, c'est tout ça. Il s'est entouré d'une équipe... C'est peut-être mon préféré, moi, j'ai envie de dire. Moi, c'est parmi mes préférés. Je dirais que Vic et Flo ont vu un ours. C'est vraiment... Les États nordiques. Mais tu sais, ça dépend, ça se promène. C'est différent quand même aussi. Oui, vraiment. Puis il y a des réalisateurs aussi que j'ai l'impression, ils ont une grande œuvre ou deux. Puis les autres, correct. Puis lui, c'est plus l'ensemble de l'œuvre. Oui, puis tu sais, c'est le fun. Comme Lars von Trier, ça serait lequel ton préféré? Je sais pas, là. Non, moi, je le sais lequel. Mais c'est l'ensemble. Moi, c'est l'ensemble que j'ai apprécié de l'œuvre, plus que ce film-là. Mais ça serait lequel? Mélancolia. Ah ouais, je peux comprendre. C'est Mélancolia, sans aucun doute. Mais aussi sur ce que ça raconte sur le rapport à la catastrophe, le diptyque. En tout cas, Mélancolia. Ben on peut en parler. Écoute, moi, j'ai l'impression que c'est pas tant le scénario, l'avancement de l'histoire qui est intéressant, qu'il a vraiment filmé la mélancolie. Là. Le plus beau jour que tout le monde te dit, c'est le plus beau jour de ta vie, c'est ton mariage. Elle s'isole et il y a des moments qui sont... T'as pas l'impression que c'est dans la vraie vie de l'histoire. Tu sais, le moment où elle a l'air d'être peinte comme Titien quasiment, là, tu sais, juste elle a l'air d'une sur du Wagner, sur Tristan et Isolde de Wagner. Mais oui, puis il y a aussi, en fait, il y a une espèce d'érotisme de la catastrophe. Au début, à la fin, le prologue et la fin, c'est vraiment érotique. Il y a comme un Thanatos et Eros avec, en fait, la beauté de la fin. Tu sais, c'est rare que... Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs, même d'auteurs, qui se sont penchés sur la question de la beauté de la fin. Et sur l'abandon, puis tout le pouvoir des astres. Et plus cette espèce d'astre approche de la Terre, plus le personnage de Kirsten Dunst est galvanisé et prend en force, et plus sa sœur se rabougrit. En tout cas, c'est tellement fort. Le lien entre intime et universel est exceptionnel. Je me suis trompé, c'est Mélancolia mon préféré. Là, je te convainc, je te le fais revivre. Mais j'allais dire, tu sais, ben écoute, critique de cinéma, vas-y, écoute. Ah non, mais écoute, je l'ai vu 100 fois, j'ai tellement adoré ce film. Je comprends, vraiment. Je me suis inspiré même du rapport entre les sœurs pour écrire Corps Céleste. Mais... OK, c'est-tu vrai? Ouais. D'ailleurs, Corps Céleste, que j'ai relu ce matin. Ah oui, mon Dieu. Oui, pour l'exercice. Mais, ouais. Aïe aïe. On papillonne. Là. Ben c'est ça, mais en même temps, ça fait partie du truc. Oui. Mais oui, exact. Puis, wow. Mais d'ailleurs, Camus, ça m'intéresse parce que tu parles du pouvoir des astres, mais là, je parle de Camus, c'est un podcast sur le cinéma, mais c'est bien correct. J'allais dire qu'il lui aussi croit qu'on est pleinement déterminé, tu sais, dans la vie. On n'a pas le choix. Puis j'aimais ça aussi parce qu'il y a quelque chose dans Camus où
quand t'as pas le choix dans la vie, que t'es pleinement déterminé, ça change un peu la vision qu'on a de la vie. Puis je serais comme curieux de voir ce que toi t'en penses, tant qu'à dire qu'on est là. Si jamais tu veux te pencher sur cette question-là, si on est pleinement sur le rapport déterminé ou pas. Oui, mais c'est drôle parce qu'en ce moment même, il y a des études qui disent que neurologiquement, même chimiquement, on serait prédestiné à faire les mêmes choix que notre cerveau. En tout cas, il y a comme... J'ai lu ça dans la presse, j'étais un petit peu traumatisé. Donc, ça remet en... Comme si la science touche à la notion de destin, tu sais. Bien sûr. Ben, chez Camus, il y a cette idée-là d'un destin, mais même dans le mythe de Sisyphe, il aborde ça. Ben, c'est absurde, mais on a l'illusion qu'on fait des choix, mais au final... C'est drôle parce que même sa mort, tu sais... est une presse... Il y avait comme quelque chose de prophétique. Même lui, c'est comme s'il avait prophétisé même sa mort à certains moments de sa vie. Dans ses lettres, oui. Dans ses lettres. Et il y avait toujours l'impression qu'il allait jamais réussir à achever l'œuvre de sa vie à cause, entre autres, de la tuberculose. C'est drôle parce qu'il y avait toutes les raisons de mourir, mais il n'est pas mort de ce qu'on attendait. Tel que ça, il était guéri de la tuberculose. Ben oui, c'est ça. À la seconde qu'il est guéri de sa tuberculose, prendre un raid de char à Gallimard, accident. En plus, il préférait prendre le train. Et puis, parce qu'il était un maniaque de l'avion. Oui, puis il n'aimait pas prendre l'avion. Un en acier, là. Oui. Là, c'est ça, Michel Gallimard a insisté, puis il a pris la voiture. C'est drôle de... c'est quand même incroyable. Et dans le spectacle, Maxime, à la mise en scène, accentue cette notion-là de destin et de presque une épée de Damoclès. On sent presque un présage, quelque chose qui avance, qui va s'abattre, un peu comme une épée, c'est ça, une épée de Damoclès. Ah ouais. Wow. Mais oui. Fait que pleinement déterminé ou pas, on se... Ben, je saurais pas... Écoute, je sais pas quoi dire. Moi, je pourrais... Ben, Camus l'aborde. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. En tout cas, je pense que dans le spectacle, j'ai écrit beaucoup de répliques qui sont pas là à la manière d'eux. Puis j'ai écrit une affaire je dis qu'il y a des hasards mieux... Ça a l'air vraiment prétentieux de se citer soi-même, mon Dieu. Mais c'est parce que ça touche ce que tu dis. Mais il y a des hasards mieux écrits que d'autres. Puis dans la mesure où... moi, je crois au hasard, mais après, l'esprit, puis notre esprit de récit, avec notre recul, on crée du sens et du destin, tu sais. Et moi, j'ai une grande tendance à créer vraiment, à tisser des liens entre ces hasards-là, puis me raconter que c'est un destin. Mais ça reste littéraire, tout ça. Oui. C'est de la belle littérature. Exact. Parfait. Je te poserai une question que j'essaie de poser le plus possible à tout le monde, mais ce serait quoi le coût de ta carrière? On s'entend. Mais ça peut être de la vie aussi, que tu es le plus fier. Ah oui, mon Dieu. Ça peut être super banal, hein, mais ça peut être aussi... Mon Dieu, je suis tellement dans un sentiment d'inachèvement permanent. J'ai toujours l'impression de ne pas avoir fait... Ben, il y a des choses desquelles je suis particulièrement fier, je dirais. Un des personnages que j'ai le plus aimé jouer, c'est Gaston Talbot dans le Dragonfly of Chicoutimi. OK. Parce qu'il y avait vraiment un voyage de l'inconscient, puis quelque chose même qui agissait au-delà de moi, qui était... J'avais travaillé beaucoup avec Caroline Lorrain-Bocage au corps aussi, qui était conseillère au mouvement, puis qui m'avait vraiment aidé à trouver mon personnage. Mais sinon, Mais ça peut être aussi un choix de carrière de dire, d'écrire en disant que, tu sais, je sais pas, ça peut être plus large aussi. Tu sais, des fois, ça peut arriver de dire, d'avoir plein de demandes partout, mais de persister à vouloir jouer au théâtre, par exemple. Ça peut être aussi ça. Mais j'allais dire... Sinon, moi, je peux t'en nommer. Il y a des trucs que je dirais envieux que t'as fait. Je sais pas trop m'analyser, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va me venir avec ce que tu vas me raconter. Dis-moi. C'est très correct. Ah non, mais j'allais juste dire... écoute, je regardais ça, puis je suis comme... C'est tellement... c'est varié, là, tu sais, je veux dire... ah oui, ben... Écoute, je veux dire, François Delisle, moi, ça serait un rêve, là, de jouer pour lui, là, puis t'as un rôle principal dans Le Météore, là, puis... Ah, c'est un si beau film. Ouais. C'est tellement... On savait pas qu'est-ce que ça allait donner. Ouais. J'ai tourné 2 jours avec lui, puis... Tabarnouche, 2 jours, t'es comme 1 heure dans le film, là. Oui, mais j'étais tout le temps là. Ouais. Mais je savais pas comment ça allait être monté. J'avais lu le texte avant, mais je savais pas comment il allait faire danser ça avec... Puis tu sais, c'est très pictural, c'était sculptural. Il me l'avait dit. Il dit, je cherche vraiment... Et ma voix intérieure était faite par Pierre-Luc Lafontaine. Donc ça créait une espèce d'étrangeté. Toutes les voix off, parce que c'est un film, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film
C'est un film un peu à... Ben, c'est très impressionniste, avec des plans de personnages où on entre en eux, dans leur intériorité, avec des voix off. Donc, moi, je parlais jamais, en fait. C'est ça, c'était un rôle muet, mais qui était là beaucoup. Tu sais, tu fais de la voix, puis on te prend... Ah, mais il y a plein d'amis qui étaient comme, pourquoi c'est pas toi qui fais la voix? Mais en même temps... François Papineau, il fait une partie de ta voix à un moment donné, ou il fait la voix de... Non, François Papineau, il faisait la voix de François Delisle qui se faisait... qui faisait... Oui, c'est vrai, il joue dedans. André Lachapelle faisait la voix de la grande... Mais tu sais... Ouais. Mais ça crée un décalage intéressant. Parce qu'il y en a qui étaient non-acteurs dans les gens filmés. Alors lui, il voulait quand même qu'au niveau du texte, il y ait quelque chose de... Ouais. Il fallait prendre des acteurs plus formés. Donc j'étais comme un non-acteur. Puis c'est comment ça, tu sais, de dire, hey, t'as pas de texte, mais t'es là pendant 45 minutes. Comment on fait pour habiter? Je sais pas, je dirais comme Patricia Nolin. Elle m'a pas enseigné, mais c'est quelqu'un de qui je suis très près de penser, qui enseigne au conservatoire. Il faut se laisser filmer comme un animal, comme un National Geographic. Ouais, OK. Il faut se laisser filmer comme un animal. Exact. C'est tout. Ça vient ça avec une petite part d'angoisse ou... Non, parce que c'était tellement une petite équipe réduite. C'est drôle parce que lui, tu vois, jouait faire des enfants au Katsu. Un personnage, ma foi, très, très guilleret. Non, dans la mesure où c'est quelqu'un qui mourait dans un backroom parce qu'il s'était fait trop enculer. Là, mais tu sais, c'est ça. Puis la moitié du show, j'étais tout nu. Puis c'est quand même intense. Mais c'est un très beau texte d'Éric Noël, vraiment, c'est un magnifique texte. Et il est souvent même présenté dans des auditions, dans des écoles de théâtre. Et sur la devanture du Katsu, il y avait ma grosse face, puis tout mon corps de plein pied. Puis lui, il passait devant, puis il était comme « Ah, c'est lui mon personnage, c'est lui. » Mais tu sais, il m'avait jamais vu jouer ou rien. Ouais. Puis là, il est venu voir le show, puis valider si j'étais capable de jouer. Puis après, il m'a appelé. Puis après, il m'a appelé, mais c'est quand même le poster. Tu sais, je trouve ça ridicule. C'est quand même le poster. Donc, tu sais, c'est pour ça que je dis ces affaires-là, puis j'ai honte, parce que c'est vraiment même l'affaire de Denis, ça n'a aucun rapport. Tu sais, c'est vraiment des gens, des fois. Tu sais, le cinéma, c'est de l'image. Ben oui. C'est de l'image. Il y a quelque chose qui joue à ton insu, que tu peux pas. Quelque chose d'animal qui. Je sais pas. Quelqu'un aime comment ta mâchoire tombe, comment ton regard, qu'est-ce qui transporte, qu'est-ce qu'il y a dedans. Tandis que la télé, c'est vraiment du travail. Pour répondre un peu à ta question de tout à l'heure, la télé, c'est du travail, tu sais, parce que les choses sont plus dites. Donc, il y a quelque chose de... Les textes sont pas toujours finis ou achevés. Mais mon vrai métier, ça demeure le théâtre. Tu sais, je suis vraiment un gars de théâtre, là. Exact. Ouais. Wow. Puis j'allais dire, tant qu'à dire qu'on a parlé un peu de François Delisle, on a parlé un peu de Denis Côté, tu as travaillé aussi, je pense, avec Rodrigue Jean. Ah, mon Dieu, ouais. C'est comment travailler avec Rodrigue Jean? C'est un projet particulier, ça, ouais. C'était un projet épopée. Pour quel film? Puis d'ailleurs, tu m'as fait penser, tantôt, tu as fait ma job. Peut-être parler un peu du petit... Tu fais un petit synopsis du film, en fait, peut-être. Là, le projet épopée? Ouais. En fait, Rodrigue, il a travaillé avec des travailleurs du sexe dans la rue et tout ça, puis il les a fait écrire des courts-métrages. Et c'était vraiment un projet formidable. Et... Puis après, il était suivi avec un conseil à la scénarisation et tout ça. Puis il demandait à des comédiens professionnels de jouer des courts-métrages écrits par des travailleurs du sexe dans lesquels ils jouaient eux aussi. C'est brillant. Ouais. Fait que Sophie Cadieux et moi, on avait été appelés pour jouer. Je faisais une overdose. C'était une overdose écrite par un gars qui venait livrer, puis c'était le gars qui l'avait écrit. Fait qu'il y avait tout ça qui était particulier, puis on jouait ça dans une espèce de motel lettre sur du parc, là, je m'en souviens. C'était... Oui, puis Rodrigue, tu sais, ça a duré pas longtemps. Je me souviens que je fumais en gros plan. Eh mon Dieu, je pensais jamais reparler de ça un jour. Mais j'étais en très gros plan, puis je fumais beaucoup. Toujours faire attention de fumer beaucoup dans une grosse steak. Comment je ça? Fumais parce que j'ai tellement fumé puis inspiré la fumée que j'ai vomi après. J'en doute pas. Mais t'étais-tu fumeur à l'époque? Je fumais, je fume occasionnellement, mais je suis pas fumeur. Là. Okay, je suis pas vraiment fumeur, je m'achète pas de paquet. Je comprends. Mais là, je fumais, puis tu sais, surtout que j'étais cadré comme ça, donc moindrement, j'ai pas l'air d'inspirer ces poches, là. Fait que je me souviens, j'avais vomi après. En tout cas. Mais oui, c'était un court-métrage, puis il n'y a pas eu une grande... ça a été diffusé, ça, mais tu sais, ça a pas... C'était comme plus un petit projet. Mais c'est drôle parce que Rodrigue Jean, François Delisle, Denis Côté, c'est vraiment des gens de qui je respecte tellement la cinématographie. Ben oui. C'est des artistes, vraiment. Oui, c'est des artistes. Fait que j'ai l'impression que les gens se reconnaissent entre eux. Ils ont reconnu que j'étais
pas juste une affaire. C'est ça que je dirais. Si un des bons coups que j'ai réussi à faire, c'est que je suis pas juste une affaire. J'échappe. Mais le but, c'est toujours de rendre la personne avec qui tu travailles la plus importante, tu sais, dans une journée, de faire croire que c'est tout ce qui existe. Parfait. Parce que les gens sont jaloux et territoriaux, puis ils pensent que tu appartiens à tout le monde. Je suis amoureux de travail, en fait. Je comprends. Ben oui, c'est brillant, ça. C'est brillant, ça. Toujours faire croire que... C'est Sophie Cadieux qui m'a dit ça. Puis elle est assez... Elle a toujours l'air de jamais... que quand elle arrive en répète, c'est la seule chose qu'elle a dans la vie. Oui. Puis Dieu sait que c'est pas vrai. J'ai des gens... Ouais, ben non, Dieu sait que non, mais j'allais dire... ça c'est fascinant parce que j'allais dire... Il y a quelqu'un, à un moment donné, en entrevue, parce que je suis un maniaque des entrevues d'acteurs, tu sais, puis cet acteur-là disait... C'est extrêmement vulgaire de dire que tu es occupé. Faut qu'à chaque fois que tu arrives quelque part, tu n'es pas occupé. Tu fais rien. Exact. Tu planes, puis... C'est terrible à dire, mais puis c'est vrai. Il y a quelque chose de tacite que c'est vrai. Tu dis pas que tu es fatigué. Non. Il n'y a pas beaucoup de place. Puis c'est con en même temps. Je sais pas, il y a quelque chose de ridicule là-dedans. Puis les acteurs qui sont bons, là, moi, je le sais parce que à chaque fois qu'ils font quelque chose, j'ai l'impression que c'est zéro effort. Ils sont nés juste bons, puis ils font leur affaire. Puis je me rends compte à l'école de théâtre, là, la première session, ça peut durer. Mais après la 3e année, là, tu fais... C'est tout le temps bon parce que cette personne-là travaille tout le temps. Ah ouais, il y a tout des le temps. Cette personne-là est obsédée par l'idée d'être excellent ou excellente, tu sais. Puis c'est fou. C'est brillant ce que tu dis parce que de travailler avec quelqu'un puis de penser que c'est juste toi aujourd'hui. Je suis tout à toi. Puis des fois, c'est niaiseux, mais t'as l'idée, tu sais. Je veux dire, ça reste des textes avec des émotions, puis la plupart du temps, on est là-dedans, puis on lit beaucoup, puis fait qu'on s'intéresse, puis on prend des théories, on les verra à l'envers, on lit des œuvres, on voit des comportements humains. Puis là, à un moment donné, le réalisateur fait « Je pense que ce personnage-là, finalement, il est déçu. » C'est sûr, je sais qu'il est déçu. Mais l'idée d'arriver à faire « Ah, déçu, c'est brillant, ça. On va laisser... Ouais, attends. » Puis là, tu le fais, puis il est déçu. Mais tu rends cette personne-là valorisée, tu sais, d'une certaine manière. Puis tu as le goût de travailler avec des gens... Oui, mais il y a toujours un équilibre entre... tu veux pas tu valorises l'opinion de l'autre dans le dialogue, mais en même temps, il faut que tu prennes ta place puis que tu dises des fois, hey, c'est pas ça. Mais pour moi, c'est une manifestation de ton implication, ça, de dire, hey, ça marche pas. Ça marche pas, puis je vais te le dire pourquoi. Mais maintenant, je le fais plus, tu sais. Mais au début, en télé, je le faisais pas. Je pensais que les réalisateurs en télé avaient toujours raison. Mais tu sais, maintenant, c'est beaucoup plus parfois que les acteurs s'autodirigent beaucoup dans notre métier. Et au Québec, je trouve beaucoup, on s'autodirige énormément. Je le vois sur des prods, même au théâtre. C'est pas toujours tout le monde qui dirige par rapport au texte ou... C'est une lacune, genre, qu'au Québec, tu sais, c'est plus difficile de... La direction, tu sais, c'est comme 3 métiers en un, là. Mettons, t'es metteur en scène, ben oui, tu fais la mise en scène, mais en même temps, il y a la direction d'acteur qui est une autre patente, là. Oui, puis, je dirais que... Ouais. C'est pas tous les coachs d'acteurs, mettons, là, tu vas en audition, tu te prends une coach ou un coach, puis tu réalises que cette personne-là, elle est pas il y a toutes sortes de... Ouais, il y a toutes sortes de... C'est pour ça que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent « Pourquoi tu fais pas de mise en scène? » ou... Parce que, d'une part, très, très basiquement, je veux jouer. Puis je sais ce que ça fait. Je le sais, quand tu te mets à faire de la mise en scène... Il y a assez d'acteurs que tu fais, OK, bon, lui, c'est réglé. Non, mais ça, c'est mes angoisses à moi, là. Mais sinon... T'es pas loin de la vérité, j'ai l'impression. C'est pas rare, hein? Ouais, c'est pas rare. Puis déjà que j'écris et que je joue, puis que j'ai revendiqué ce statut-là, puis que c'est comme... maintenant, ça va, tu sais, ça cohabite. Et aussi, je crois que je pourrais faire de la direction d'acteur, mais de là à faire travailler collaborer avec des concepteurs, puis tout ça... je serais trop en panique. Pas en panique, mais j'aurais envie de crier sur le monde, en fait. De crier. J'aurais envie de crier. Je serais tout le temps en tabarnak. Je ne sais pas. Je sais pas, parce que je suis très, très exigeant envers moi-même aussi. Parfait. Mais ouais. Ce qui m'amène à comment tu réagis quand tu écris un texte puis on le met en scène. Tu pitches-tu aller le voir? C'est arrivé 3 fois. C'est 3 contextes excessivement différents. C'est arrivé une première fois sur Je suis Cobain, peu importe, à la Petite Licorne en 2009. Et c'est quoi ce spectacle-là? Écoute, ça raconte l'histoire de finalement Cobain ne serait pas mort et aurait juste décidé de faire Cobain, fuck Pierre you. Cobain? Non. Kurt de son Cobain. prénom, donc le chanteur de Nirvana qui fait... tout le monde vous pensez que je suis mort en 94, mais non, je me suis retiré parce que j'en pouvais juste plus du monde. Okay. Fait qu'il il est isolé, puis il y a une fan qui réussit à se rendre compte de ça, puis qui va à sa rencontre, puis
Il y avait une grosse... En tout cas, bref, c'était un texte imparfait, mais il y avait certaines qualités. Mais c'est un des premiers... Ça m'a fait rentrer quand même au centre des auteurs dramatiques. Il y avait une scène de laquelle je suis satisfait, c'est la scène de Kurt avec sa fille à Guitar Hero. En tout cas, ça, c'était le fun. Ouais. Mais c'est ça, il y avait... Puis parce que tu jouais Kurt. Je jouais Kurt. Ouais, exact. Oui, puis c'était super... C'était drôle. Ça, tu l'as vu avec sa fille? Ouais. C'est troublant, ça. Oui. Pour ceux que vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir ça. Oui. Écoute, l'histoire, il est gelé comme une balle, puis il est avec sa fille, puis elle est plus lucide que lui, là. Puis elle a un an. Elle a un an. Ben oui, puis c'est toute une époque. Puis tu sais, moi, c'est un peu... mon époque, je vais avoir 39 ans, mais j'étais grunge. Moi, j'ai vraiment vécu les années 90 comme adolescent solide, là, tu sais. Fait que c'est ça. Courtney Love était jouée par Ève Landry, tu sais. Fait que c'était Eve et moi avec... on a vraiment eu du fun. Donc, mais je sais pas, pour revenir à ta question... Ah oui, c'est ça. C'était un metteur en scène, puis moi, je jouais dedans. Ça, j'ai trouvé ça difficile, parce que je jouais dans un show qui était mis en scène par quelqu'un d'autre, et c'est moi qui avais écrit le texte. Puis je voyais des fois des partenaires, puis j'étais comme « Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. » Puis aujourd'hui, j'aurais plus d'expérience pour savoir quand dire les choses et comment les dire, mais à l'époque, j'étais traumatisé, pétrifié. De voir, mettons, quelqu'un que ça se passait pas ou j'étais comme, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut monter cette scène-là. Mais en même temps, je jouais dedans, fait qu'il fallait que je ferme ma gueule. En tout cas, c'était... Mais ceci dit, ça a bien été. Et sinon, la deuxième fois, c'est Corps Céleste avec... après, j'ai fait c'est moi qui ai fait la mise en scène. Mais après, je voulais plus faire de mise en scène. Parce que je produisais, je l'avais écrit, j'ai joué dedans. C'était beaucoup trop drôle, puis je mettais en scène, je voulais mourir. Puis après, Corps Céleste, c'est Edith Patnaud qui l'a monté. On a eu un super dialogue, a même contribué à un petit peu à même des idées d'écriture quand le texte n'était pas encore fini. Mais c'est pas quelqu'un qui connaissait complètement mon inconscient et qui me connaissait complètement. Mais en même temps, c'était intéressant d'avoir un dialogue aussi avec elle parce que c'est une fille très intelligente. Et là, il y a Maxime Carbonneau, qui fait l'adaptation de Camus et Cazares. Et là, j'ai été plus là que pendant Corps Céleste, pendant les répétitions et tout ça. Parce que c'était vraiment un quatuor très proche. On était 4. Là. Il y avait vraiment... C'est un duo. Hein. C'est Anne Dorval et Steve Gagnon. Ouais. Ensuite, c'est Max et moi. Puis il y avait tellement de dimensions autour de l'amour. Puis étant donné que Maxime et moi, on a eu une relation quand même de 14 ans dans le passé. Donc, il y a tout ça qui venait en ligne. Donc, il connaît beaucoup mon inconscient. Il sait exactement... et tous les choix qu'il a faits, j'y adhère complètement. C'est comme si c'était une... C'est un peu fucké à quel point il peut vraiment prolonger mon écriture. Wow. Ouais. D'ailleurs, j'allais en profiter. Si on rentre plus profondément, toi, tu as vu le spectacle fini, monté. Ouais. Puis c'est comment, ça? Est-ce que t'es... c'est insupportable d'être dans la salle puis regarder. C'est ce que j'allais dire, ouais. Mais je suis satisfait du résultat. Je me dis, je suis content du voyage, mais je n'ai pas de pouvoir, je me sens impuissant. C'est excessivement désagréable. Regarder un show qu'on a en partie écrit, là. Ouais. Je parle pour Camus parce que c'est des mots de Camus puis Cazares, quand même. Mais d'ailleurs, peut-être juste t'es-tu game de faire une petite mise en contexte. Synopsis un peu, parce que depuis tantôt on en parle. Oui, on en parle, donc il s'agit de... C'est pas sûr que je le publie pas, l'épisode je le publierai pas tout de suite. Non, mais si tu mets des liens, whatever. Exact. Je t'écris au milieu d'un bel orage, donc c'est un spectacle qui est une adaptation à partir des correspondances de Albert Camus et Maria Cazares, donc qui relate en gros leur histoire d'amour sur 15 ans. Et qui parle aussi de la discipline artistique entre un auteur et une actrice, la discipline que ça exige. Et c'est en gros, j'ai dû théâtraliser ça. J'ai mis des entrevues, j'ai mis des extraits du Nobel, du discours du Nobel, j'ai mis des extraits des Justes de Camus, plein de choses. Il n'y a pas que les lettres, en fait. J'ai dû écrire aussi beaucoup pour faire des liens. Donc, voilà, c'est un spectacle au TNM en ce moment. Exact. Allez le voir, d'ailleurs. Que je vais aller faire probablement ce soir, d'ailleurs. Allez-y, parce que les billets se vendent vite. Exact. Mais j'allais dire, c'est comment écrire pour Camus? Parce que c'est un peu ça. Au début, t'es dans l'espèce de respect... tu sais, respect un petit peu sage, mais à un moment donné, il faut profaner ça. Il faut faire, là... Parce que sinon, tu restes vraiment en surface. Puis j'ai dû écrire des répliques à la manière de pour créer des liens, des fois. C'est pas évident.
Donc, tu sais, c'est aussi, des fois, je trouve une phrase dans telle lettre, j'en prends une autre dans l'autre, des fois, je crée des dialogues, je les éclate. Enfin, c'est vraiment pas des lettres, c'est pas une succession de lettres, mais bien une conversation. OK. Et en gros, le postulat de départ, c'est Maria Cazares qui est plus vieille, et c'est 20 ans après la mort de Camus, qui donne une entrevue, qui est le squelette du spectacle, et où elle relate, où elle parle de sa relation avec Camus, où elle n'en parle jamais, elle n'a jamais d'occasion d'en parler. Et en parlant de Camus, ça réactive tout à coup le passé, et là, on rentre dans les correspondances. C'est vraiment ça, là. Il y a une théâtralisation, là, de... Oui, bien sûr. Parce que sinon, il y a pas de... Quelle est la valeur ajoutée de le faire au théâtre? J'ai pas de... Ouais. Puis toi, tu tombes sur ces lettres comment? Tu tombes sur les lettres, tu lis ça, tu tombes en amour, ou t'aimes Camus, fait que t'en profites de prendre les correspondances parce que c'est un peu... Camus s'ouvre pas vraiment... Oui, là, tu sais, on connaît le personnage public, on connaît pas le personnage privé à peine. Il nous aurait donné une œuvre qui est très personnelle, puis c'est Le Premier Homme. Puis il l'a pas achevé. Ouais, puis c'est son œuvre. Puis c'est mon œuvre préférée peut-être de lui, là, puis il est pas achevé, puis... Oui, il allait dans son enfance à Alger et tout ça, oui. Il parlait de sa mère sourde et analphabète. Exact. Moi, je l'ai lu pendant la pandémie en 2020, quand les shows étaient reportés, tous mes tournages étaient reportés, des films dans lesquels j'avais tourné, on ne savait pas quand est-ce qu'ils allaient sortir, j'avais rien. J'avais mon roman dans lequel j'étais dans une période de ma vie un petit peu trouble. Alors, j'ai plongé là-dedans j'ai nagé là-dedans. J'adorais déjà Camus et moi, j'ai aussi entretenu déjà des amours épistolaires. C'est quelque chose que j'aime. Je lis beaucoup les lettres de Sartre, de Beauvoir à Nelson Algren. Il y a toutes sortes de correspondances de Pauline Julien à Gérald Godin. J'adore les lettres, cette espèce de... Parce qu'il y a plusieurs temps dans les lettres. Il y a le temps de l'écriture. Il y a le temps de la lecture que tu peux t'imaginer, puis il y a le temps où toi, tu le lis. Donc, il y a 3 temps. Alors, c'est un peu ça que j'aime. Je dirais aussi que j'ai reconnu dans une grosse journée de Maria Cazares, presque une journée intense d'un acteur en général, même aujourd'hui. C'est moderne. Tu sais, on oublie, mais t'es actrice, fait que pour nous oublier, je pense pas qu'on... peut-être en même temps. On la connaît pas beaucoup, puis on oublie beaucoup aussi les actrices en général, les acteurs. Tu sais, on parle... Là, c'est le fun que tu fasses je trouve un podcast sur le jeu, sur des acteurs, des actrices, sur le métier, parce que il n'y a pas de mémoire de ça. Il y en a peu. Mm-hmm. Les auteurs, oui. Les autrices, metteurs en scène, non. Tu sais, on oublie, tu sais, il y a des... Évidemment, tu as l'impression à un moment donné, mon Dieu, elle joue dans tout. Ça dure 4 ans, ces affaires-là. Puis après, on oublie. Puis après, quelqu'un te fait renaître. Je ne sais plus c'est quel acteur qui disait c'est quand même un des métiers où tu meurs et tu renais le plus, tu sais. Là, les gens te redécouvrent. Puis là, tout à coup, tu tombes dans l'oubli. Puis après, quand tu meurs, les gens t'oublient. Les auteurs, non. Alors, Maria Cazares, c'est un peu l'occasion de la faire entrer dans l'immortalité, si on veut. Oui, bien sûr. Puis, écoute, elle est extraordinaire dans Les Enfants du Paradis. C'est une grande actrice, une grande actrice. Oh, oui, Les Enfants du Paradis, ça reste quand même le plus grand film sur le théâtre qui a été fait, je trouve. La pantomime jouée par Jean-Louis Barrault. Ah oui. Elle parle derrière dans le spectacle de Jean-Louis Barrault parce que dans le spectacle, dans les lettres à Camus, elle dit qu'il y avait les mains longues pendant les répétitions, parce que c'est un metteur en scène aussi, puis il la dirige sur un spectacle, puis il dit... elle trouve, elle dit, j'espère qu'il va arrêter de jouer son sensuel. C'est ça qu'elle... Ah ouais. Ouais, fait que je trouvais ça intéressant de mettre ça, surtout dans une époque très pré-MeToo, là. Ouais. Donc, être actrice à cette époque-là, puis vivre avec des metteurs en scène qui ont les mains longues, ça devait pas toujours être évident. Mais j'allais dire, c'est super malheureux, mais en même temps, j'allais dire, de l'autre côté, c'est intéressant si on veut voir aujourd'hui c'était comment à l'époque. Qu'elle elle fait « j'apprécierais », puis elle l'écrit pas à lui, là, elle l'écrit à Albert Camus, ça serait appréciable qu'il fasse un peu moins ça, mais sinon, côté mise en scène, tout est beau, puis tu fais « waouh, c'est... » Oui, tout à coup, il y a comme une banalisation totale, une normalisation de ces choses-là, oui. Mais en même temps, c'est pour ça que je l'ai mis pour mettre en valeur le rôle des femmes. Puis... Ouais. Et Maria Cazares, c'était aussi une femme libre, indépendante d'argent, qui avait son appart, qui vivait très bien, très libre d'esprit. Et puis, je trouve ça super moderne, tu sais, que c'était pas une muse, là. Tu sais, c'était pas... ça suffit, là, les muses. Ça, moi, Asti, je suis content que t'en parles. Moi, là, à chaque fois, là, du monde qui se plug, moi, je suis la muse de... Écoute, c'est passif. Il y a pas plus ordinaire qu'être quelque chose de... C'est passif. En même temps, si t'es la muse de quelqu'un, j'espère que t'en as aussi des muses. Et ce qui est intéressant entre Camus et Cazares, c'est que l'un et l'autre étaient la muse de l'un et l'autre. Fait qu'il y avait une espèce de réciprocité, mais...
parce que lui aussi inspirait, était la muse, si on veut. Oui. Ben, il a joué pour elle, tu sais, il a joué... d'ailleurs, c'est lui qui... Ben, me semble, ouais, c'est pas Camus qui avait mis en scène... Ah oui, il a mis en scène... c'est pas le malentendu, non. Oui, il a mis en scène le malentendu. En tout cas, il a écrit. Je sais qu'elle a joué. Elle a joué Martha. C'était Marcel Héran qui l'avait mis en scène. Mais lui a fait de la mise en scène aussi. T'sais. Mais il avait fait Caligula, ça se peut-tu? Et elle jouait un rôle dans Caligula? Non. Non? Non. Non. Okay. Mais il a mis en scène plusieurs... Il a mis en scène Faulkner, une adaptation qu'il a faite de Faulkner. Caligula, ils ne se connaissaient pas encore. Ils se sont connus sur Les Justes, sur Le Malentendu, qui était une pièce qui était un bide total à l'époque. Là. Ça marchait pas, c'était pas plein. Qui était une comédie, si ma mémoire est bonne. Non, c'est pas une comédie. C'est quand même... C'est spooky. S'il y a vraiment une histoire de... c'est comme un huis clos isolé. Il y a une histoire de meurtre, puis des gens dans une auberge qui... Ouais, comédie, ouais, non. Puis Sartre avait descendu, je me souviens. Beauvoir en parle dans ses lettres. Il dit « Oh mon Dieu, c'est tellement ennuyeux comme pièce. » Puis on connaît la fin dès le début, mais lui, il voulait pas faire de thriller. C'était pas ça son but. Mais je dirais que moi, ses pièces préférées, ça reste Les Justes et Caligula, vraiment. Ouais. Caligula, c'est exceptionnel. C'est grandiose. Je suis assez d'accord, Les Justes et... Les Justes. Moi, c'est drôle parce que au stage de l'École nationale, on m'avait imposé une scène des Justes. Je faisais Kaliaev. Donc, tout est dans tout. Hein, mais je suis content que tu aimes Camus parce que c'est souvent imposé, Camus. Oui. C'est comme L'étranger commence par ça, puis let's go. Puis... C'est quand même le deuxième livre français le plus vendu au monde, le plus traduit. C'est La vache à lait de Gallimard. Ouais, exact. L'étranger, tu sais. Mais, tu sais, je l'ai lu... L'important, c'est de le lire plusieurs fois à différents moments de sa vie, je pense, parce qu'on se le fait imposer d'abord. On dit, bon, aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Tu fais, bon, OK, est-ce que c'est censé me faire quelque chose? Ah, c'est censé... Tu le lis, puis il y a quelque chose qui s'installe comme adolescent, j'imagine, puis après, tu le revisites, tu fais, OK, non, mais... Wow, OK. Tout part de cette première phrase. Oui. Tout part de cette première phrase. Et le style dépouillé, pur de Camus n'a pas vieilli. Non. Il a traversé les époques. Et c'est là qu'on voit... En tout cas, on le sent dans le spectacle aussi, dans le style des lettres, que le style de Camus a tellement mieux vieilli même que le style de Sartre. T'sais. Oui. D'ailleurs, ils ont souvent été opposés. Puis le temps, puis c'est ça la beauté, tu sais. Ouais. Le temps nous a montré que... A rendu justice. A rendu justice à Camus, qui a été incompris un peu. Mais surtout un énorme beaucoup. Conflit, là. Exact. Ouais. Un immense conflit. En fait, tout le monde était communiste, puis ça se faisait pas de critiquer le communisme comme il a fait. Là. Ça se faisait pas. C'était vraiment... C'est comme si tu parlais, je sais pas moi, comme si tu parlais contre, je sais-tu, Véronique Cloutier. Là. Non, mais tu sais, des fois, comme si tout le monde aime c'est quelqu'un. C'est la bonne mesure, d'après moi. Là. Bon, je sais pas, c'est un exemple un peu poche, mais tu sais... Oui, je comprends. Mais c'est moyen. Mais tantôt, tu nous l'as dit, hein, t'as entre la grande culture et... Ah, mais tu sais, je viens de la culture populaire. Puis non, c'est comme si quelqu'un disait « Hey, Martine Delvaux, non. » Tu sais, je veux dire... Puis, oui, je comprends. Mais Martine Delvaux, je veux dire, moi, son Boys Club, j'ai adoré ça. Puis tout ça, je parle pas de ses pensées. Je fais juste faire une espèce de comparaison comme quoi, pour moi, c'est vraiment les idées les plus intéressantes qui détruisent le patriarcat aujourd'hui. Puis là, quelqu'un ferait « Hey, moi, j'ai un bémol là-dessus. » Fait que c'est sûr que cette personne-là serait évacuée. Exact. Il était même considéré comme un peu vieux jeu ou conservateur. Bien sûr. Et lui a accepté le Nobel. Sartre a fait non. Fait qu'il était considéré comme un transclasse. Puis il dit, vous êtes devenu bourgeois, vous êtes peut-être né pauvre, mais vous êtes bourgeois comme moi. Il l'a descendu, il parlait de son incompétence philosophique. Oui, il traitait d'inculte. Puis c'est quoi qu'il avait c'est quoi son fameux l'être et le néant, je pense. Oui, exact. Oui. Ben, j'y recommande pas parce que de toute façon, il ne comprendra pas. C'est dans le spectacle, ça, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, il dit, je vous recommande pas la lecture de mon livre L'être et le néant. Sa lecture vous en paraîtrait trop ardue, une espèce d'affaire de même. Mais tu sais, il te le ramasse, là. Non, ce conflit-là... donc, c'est drôle parce que l'histoire a rendu justice, comme tu as dit très bien, à Camus, surtout avec la chute de l'URSS. Alors que ce qu'il critiquait, c'était le totalitarisme, les goulags, pas les goulags, mais le savant, mais je veux dire une sorte de goulag. Là.
quand même. Ouais, ben, tu vois, comme là, j'essaie d'embarquer là-dedans, là, mais le livre de Solzhenitsyn, L'archipel du Goulag. Ouais. Écoute, c'est... J'ai jamais lu, mais je le connais, mais Ouais. je l'ai jamais lu. Mais en même temps, tu sais, c'est 1000 pages sur j'ai froid, je souffre et c'est épouvantable le communisme et sachez que Ouais. vous vivez dans l'ignorance de ce que c'est vivre en URSS. Puis t'es comme en Sibérie, il fait moins 49, puis t'as un t-shirt, puis des gougounes. Puis, pas des gougounes, mais des petits souliers. Il y a un terme pour ça que j'ai oublié. Oui, c'est il y quoi? a un terme russe. Mais là, tu fais comme, écoute, ça s'imbibe de neige. Une espèce et de d'eau. mocassins plein de pourriture, de Ouais, exact. marde. Il pogne la diphtérie puis le tétanos, puis c'est Oui, dégueulasse. Là. Mais Sartre aussi a parlé de ça à une époque. Excusez, ça m'intéresse quand même. Ben, c'est bien correct. Parce qu'il a pogné une air aussi parce que c'était vraiment une période de... Il y avait une grande manifestation aussi pour une industrie automobile, je crois aussi. Puis c'était comme aussi un désaveu pour lui de Camus face à ce qui se passait dans la rue à ce moment-là. Donc, c'est très circonstanciel aussi. T'sais, on a romantisé aussi cette espèce de... Mais ils ont déjà été proches. Puis Bien sûr. Sartre, à la mort de Camus, il a écrit une lettre formidable. Là. Mm-hmm. Mais il était déjà trop tard. T'sais. Mais il a dit vraiment qu'il n'aurait pas dû mourir. Que c'était pas... Ouais. Des fois, je me questionne sur qu'est-ce que Camus aurait écrit. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il n'était pas mort. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il aurait pu achever? Parce que lui, selon lui, il commençait son grand cycle. Wow. Fait que c'est pour ça, quand tu me poses la question, c'est quoi tes grands coups, tes bons coups, je pense un peu comme Camus, je me dis, ben, je ne veux pas me prendre pour lui, mais j'ai toujours l'impression d'un inachèvement, de c'est à venir. Un peu comme André Brassard disait à Tremblay, il se disait tout le temps ça à chaque... OK, what's next? Ouais. Il n'était pas dans... Wow, ça marche, à toi pour toujours ta Marie-Lou. Non, il était comme, OK, il était comme, what's next? What's next? Il était toujours dans un projet, Ben oui. Je me sens comme ça. Mais Toujours. je pense que, puis dans le sens, ça va sûrement te flatter, mais ben, je suis qui pour dire ça, mais dans le sens, c'est le propre Tais-toi. C'est important ce que tu dis. Mais j'allais juste dire dans le sens, c'est le propre des grands artistes, mais j'allais dire probablement des grands hommes-femmes, là. Je pense que tu peux pas arriver puis dire... Salut, j'ai écrit ça, tu dois avoir faim, puis de vouloir écrire, puis de vouloir changer la condition, puis de vouloir, tu sais, je veux dire, je pense pas que t'arrives, puis tu fais salut, j'ai écrit l'étranger, puis là, il se regarde dans le miroir pendant une demi-heure, puis il fait, écoute, c'est pas rien quand même, là. Non, tu sais, c'est... Ben, oui, puis tu sais, il a écrit l'étranger, puis tout ça, dans le show, il doute tellement, il se trouve de la marde, puis tu fais, hey, nous autres, on a envie de crier, t'es Camus, ta gueule! Mais tu sais, enfin, excusez, je parle beaucoup de ça parce que c'est sûr que ça m'habite. La première était jeudi, donc c'est sûr que... Puis comment tu fais, là, pour... Ça va m'aider à vivre, en fait. Je voulais juste dire ça avant de... Ben, bien sûr, vas-y. Je dis juste je parle beaucoup de ça parce que creuser des matières au théâtre, ça nous aide à vivre, tu sais, moi, tout relire Camus, écrire ce spectacle-là, ça m'aide à vivre, ça m'aide à mieux écrire, ça m'aide à mieux jouer, ça m'aide à... C'est vraiment... Tu sais. Oui. Puis je trouve que tout dans la vie, tu sais, on parlait du destin, mais c'est pas pour rien que dans ma vie, ça m'arrive à cet âge-là de visiter cette œuvre-là. Wow. Tu sais, je vais jouer un roi fou là, dans 2 mois. Là. Il est pas fou pour moi. Mais je me dis, c'est bien, ça tombe exactement au bon moment. Oui. Mais puis justement, tu parles du roi fou, mais ça, c'est une affaire aussi d'acteur, tu sais. Tu peux pas juger les personnages que tu joues. Non. Fait que pour toi, il peut pas être fou si t'embarques. Puis En fait, la folie, ouais, c'est ça. Mais comment tu travailles ça d'ailleurs? Mais comment tu travailles ça d'ailleurs? Je dirais que pour travailler la folie... Ou juste les textes en général. C'est mieux de travailler... Oh mon Dieu, ouais. Bon. Écoute, ça, c'est une... À chaque fois, je suis un peu vierge. J'ai des instincts, des intuitions. C'est un texte de Marie-Claude Verdier, en l'occurrence, qui va être présenté. Ça s'appelle Château du ciel, présenté au Théâtre Denis Pelletier, dans une mise en scène de Claude Poisson, que ça fait 10 ans que j'ai pas... qui m'a pas dirigé. Fait que c'est agréable de le voir maintenant, où là, j'ai l'impression, en tout cas, d'être plus souple. Je suis plus souple. J'ai pas plus de moyens. On est toujours l'acteur qu'on est. Même en rentrant dans une école, on a tous les moyens qu'on a. Mais maintenant, je suis plus capable de dialoguer, puis j'ai plus de réflexes. Je leur fais plus confiance. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Ben, comment je travaille un texte? Pour la folie, en tout cas, il faut travailler l'obsession, pour moi. OK. Ça se joue pas à quelqu'un de fou. Travailler l'obsession... tout le monde connaît, tout le monde a une zone obsessive en lui. Alors moi, je travaille certaines obsessions et c'est ça qui
qui rend une image de la folie, du moins. Pour moi, c'est un grand idéaliste. C'est quelqu'un qui a construit d'énormes châteaux qui ont inspiré celui de Walt Disney, notamment. Neuschwanstein et tout ça. C'est le cousin de l'impératrice Sissi. Quelqu'un qui est mort dans des circonstances mystérieuses. On ne sait pas s'il a été noyé ou si... Mais qui croyait à un idéal et qui a sacrifié beaucoup. Donc, pour moi, j'essaie de trouver, quand je travaille un texte, ce qui aurait pu m'arriver pour que j'en arrive là, de base. Okay. Qu'est-ce qui aurait pu m'arriver pour que j'en arrive là? Bon. Et puis sinon, travailler le texte... Écoute, moi, je suis complètement maladif. Là, chaque semaine, j'engage aussi des gens qui viennent me faire la réplique. J'essaie de le faire dans toutes les circonstances. Ben oui. Je creuse le texte. Puis quand l'auteur ou l'autrice est vivante, c'est génial. Parce que là, Marie-Claude, je l'invite, je pose des questions. Ce texte-là a été forgé autour de ma bouche. Ça fait 4 ans que je travaille dessus. Il y a eu plusieurs versions. Okay. Elle m'a toujours pressenti pour jouer Louis II de Bavière. Donc, j'ai toujours dit ce que je pensais. Cette phrase-là est trop... je demanderais ça. Cette syntaxe-là. J'ai un côté très auteur aussi. J'ai un rapport à la langue hyper précis. Vraiment, vraiment précis. C'est gossant. C'est gossant, mais chaque mot a une nature et une fonction. Donc, c'est ça. Ce mot-là, c'est quelque chose et il est à quelque part dans la phrase et il veut dire quelque chose. Parfait. Donc, pour moi, c'est très, très important. Chaque mot a son sens. Les intentions, évidemment, mais bon. Tu fais-tu les crises d'urticaire si tu vas, mettons, à Noël avec la famille, puis t'es-tu capable de prendre un break ou c'est pas juste au théâtre, c'est aussi dans la vie? Tu peux être irrité par... je suis plus exigeant envers moi-même qu'envers les autres. Surtout pas ma famille, mais envers des journalistes ou des gens qui font un métier public, je suis excessivement exigeant. Okay. À la radio, on a une responsabilité, puis tu sais... Je suis pas très... j'ai déjà été souverainiste, puis tout ça, j'ai pas très... Mais le rapport au français, pour moi, est excessivement... je suis pas réac, rien. C'est une langue vivante, et des fois, je la trouve un peu étriquée, puis un peu étroite, mais, mon Dieu, c'est quand même... moi, le rapport à la langue, c'est... Je pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais je trouve ça important quand même. C'est vraiment viscéral, là, tu sais, Le rapport à la langue, c'est... Je veux dire, c'est dans cette langue-là que j'écris, que je vis. T'sais, pour moi, la langue est physique. Ça mobilise le corps. T'sais. Donc, je vois pas ça comme une... C'est ça. Fait que plus on la soigne, plus on soigne l'interlocuteur à qui on parle, notre destinataire. Fait que quand quelqu'un m'écrit formel, m'écrit un mail plein de fautes, ben, j'ai l'impression qu'il se calisse de moi. T'sais. Je comprends. Mais... C'est un peu ça que je voulais dire pour prendre congé. Est-ce que c'est quelque chose que t'es capable de... T'es-tu capable de passer par-dessus, passer l'éponge? Je fais abstraction. Je fais beaucoup de coaching aussi pour des jeunes autrices, auteurs. Puis quand il y a des fautes, c'est pas là-dessus que... Un moment donné, je passe dessus. C'est pas des fautes d'orthographe, mais des fautes de syntaxe. Des fois, j'ai de la misère. Mais en tout cas, quand moi, je joue un texte, je suis très, très exigeant envers les auteurs vivants et vivantes. Tu vas bien, ouais. Puis je suis pas du monde, mais je pense qu'ils peuvent apprécier ça. En tout cas, Marie-Claude, elle adore ça. Mais tu sais, je dis pas le bon mot, ça se dit pas, ça c'est transitif direct, tu peux pas dire ça de même. non, puis tu sais. Mais c'est ça, mais ça m'aide, tu sais. Puis en même temps, moi je travaille, tu sais. Mais je suis obsessif, je suis fou aussi. Mais j'allais dire, est-ce que t'es-tu du genre à... Est-ce que tu parles combien de langues? Est-ce que tu parles anglais, j'imagine? Ouais. Oh, 4 langues. J'adore les langues, j'adore les systèmes. Parce qu'il y a des gens qui sont malheureux, ben, pas malheureusement, mais ils parlent français et ils ont travaillé le français. Ils sont exceptionnels en français. Puis là, soudainement, il y a Snow Toaster. Là. Est-ce que toi, bonne question. Tu vois, moi, je pense tu compares aussi, des fois, ça t'amène aussi à une acuité d'être capable de comparer les langues. Puis des fois, ça me fait rire quand les gens disent que le français, c'est une belle langue, mais ils peuvent pas la comparer. Puis, regarde, c'est correct, c'est vrai que c'est une belle langue. Je suis le premier à le dire, mais... Et si tu parles... D'ailleurs, c'est lesquelles langues que tu parles? Anglais, évidemment. Espagnol, allemand. Espagnol, allemand. Wow, OK. Mais sinon, tu sais... l'espagnol, je l'ai fait toute mon adolescence, 5 ans. Fait que c'est rentré très... Quand on apprend des langues plus jeunes. Bien sûr. Donc, je me débrouille assez bien. Puis, quand je vais dans un pays hispanophone, je peux parler couramment, tu sais,
Mais je vais peut-être pas débattre de Eva Perón ou de quelque chose, mais tu sais, sinon, pour l'allemand, j'ai eu des perfectionnements. Je suis allé à Hambourg, l'Institut Goethe m'a donné une bourse. Je l'ai appris comme autodidacte d'abord, mais ensuite, j'ai fait des traductions. Donc, l'allemand, c'est quelque chose que j'entretiens parce que c'est l'ouvrage. Il n'y a pas beaucoup d'occasions au Québec ou au Canada. Donc, j'essaie de regarder des séries en allemand, de lire en allemand. Mais pour parler, j'ai un gros accent français. Des fois, je mélange mon accusatif, mon datif, les déclinaisons, mais je m'en fous. Oui, mais moi, plus on parle de langue, moi, je m'en fais une responsabilité. Et parce que je me dis, plus j'ai à apprendre de langue, plus je vais inciter les gens à apprendre la mienne. C'est un peu la philosophie que j'ai comme Québécois aussi. Je me dis, je me débrouille un petit peu. Mettons, je suis allé... au Brésil, je peux parler un petit peu portugais, je m'en vais en Italie, je prends une méthode avant, j'essaie de parler italien. Je trouve ça tellement important. Ouais. Tellement important. Puis, je suis allé à Berlin quelques fois, puis je vois du monde qui parle... qui sont là depuis 10 ans, des artistes qui sont vraiment... mais tu sais, qui sont dans une tangente de danse très, très... qui me font aussi la leçon sur des trucs woke auxquels j'adhère aussi, là, parfois. Et là, je me rends compte que ces gens-là ne parlent pas un mot allemand. Et j'ai envie de leur parler du English privilege, tu sais. Ouais. Puis de leur dire, hey, ton petit privilège, toi, tu vis à Neukölln ou à Kreuzberg, dans un quartier de Berlin, puis tu t'es jamais forcé le cul parce que tu peux toujours parler anglais. Ouais. Ça me dégoûte. Moi, ça me scandalise aussi. Je comprends. Mais juste, t'as pas l'intérêt pour vrai, là? Oui, vraiment, t'es pas cap. À ce point-là. J'ai déjà pogné une nerf contre le chum d'un de mes amis qui ça faisait 5 ans qu'il habitait à Montréal. Vraiment, j'ai pas de problème avec l'insertion ou avec... il y a plein de gens dans des Uber que c'est leur 3e langue, puis je fais... Hey, je comprends, là, tu sais, give me a break. Mais là, lui, il était tout le temps avec des francophones. On changeait tous de langue pour lui, pour l'intégrer. On est 9 big, là, ouais. Et il faisait jamais d'efforts. Jamais un. Non, j'étais comme, voyons. Puis à un moment donné, j'ai pogné les nerfs. J'ai dit, t'as rendu compte, là? Je disais, are you realizing that we all talking in English just for you, especially for you, so you can understand? Puis, je dis, it pisses me off, tu sais. Je dis, je comprends pas que tu... Puis, t'es pas capable de... Il était comme, mais là, il y en a jamais eu besoin, donc... Enfin, bon, je parle de... Je m'égare vraiment, mais... Mais il n'y a pas de souci. Non, mais mon rapport à la langue est intrinsèquement lié à mon rapport comme acteur, ça, c'est sûr. Mais non, mais moi, c'est une des choses que j'aime le plus voyager, c'est le plaisir. Toi, est-ce que tu parles plusieurs langues? En fait, c'est que... Anglais, mais je pense à un bon, quand même un très bon niveau, quand même, là. Mais là, tu vois... Moi, je parle anglais correct, là, de base, là. Ben, puis c'est bien correct aussi, tu sais. Puis c'est une langue au Québec, là, qu'on l'a... Historique peut-être, mais à un point où tu fais, on a tout le temps besoin que ça, là. Tu sais, genre, c'est-tu la plus belle langue? Mettons là, qu'on est... C'est fonctionnel, c'est visuel. Mettons que l'indépendance était faite il y a 60 ans. Est-ce que je me serais, là, battu comme un fou pour parler anglais ou j'aurais peut-être plus été vers l'espagnol, mettons? Ou plus vers l'allemand. L'allemand est la langue la plus parlée en Europe. Puis j'adore voyager en Europe. Démographiquement, oui. Tu sais, j'aurais peut-être fait, tu sais, ça va être l'allemand. Puis pourquoi je focus là, tu sais, bon, on peut parler des États-Unis aussi, puis c'est bien correct. Mais voilà. Notre rapport à l'anglais est fonctionnel. Exactement. Voilà. Puis c'est une langue aussi très de travail. Je ne serais pas prêt à dire que c'est une belle langue. Je ne suis pas tombé en amour avec la sonorité ou pas nécessairement avec tant la culture. Je veux dire, moi, mes films préférés ont toujours été des films italiens. Moi, c'est là que je me suis senti... c'est là que je me sentais bien quand j'étais petit. C'est dans les films italiens. J'étais bien là-dedans. Fait que j'aurais capitalisé sur comme l'italien. Quoi? Moi, c'est sûr que il y a beaucoup de gens qui ont trippé Fellini. Moi, il y a certains films, là, je peux faire « Wow, ça, c'est des chefs-d'œuvre ». Parce que l'ensemble de l'œuvre, mettons, Fellini, Satyricon, je sais pas à quel point j'en reviens pas, là, tu sais. Je suis plus Pasolini, moi, je pense. Pasolini, je peux comprendre. Pasolini, c'est plus difficile d'aimer parce que ses films sont un peu comme Pierre Falardeau. C'est un peu broche à foin, mais c'est génial. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est comme... Il y a des bouts, tu fais... Pourquoi il est cadré comme ça, ce personnage-là? C'est de la base. Là, mais écoute, il y en a plein. Là, il y a un film que j'adore, le Pigeon. Moi, je suis juste bien là-dedans. Là. Vittorio Gassman, l'énergie que cet homme-là déploie, qui était un passionné de théâtre aussi. Il y avait d'ailleurs une émission de télé, c'était un défi. C'était de juste parler du bottin de téléphone.
Tu ouvres le bottin de téléphone, tu appelles du monde, tu regardes le bottin, tu jases, puis ça dure 20 minutes, une demi-heure. Puis ça a été un grand succès italien à la télé. Juste parce que. Mais toi, t'adores le cinéma. Toi, t'es un grand cinéphile. Oui, ouais. La lecture et le cinéma, ça a été les deux affaires qui m'ont permis de juste vivre, quoi. Tu sais, chez nous, c'était plus des guides de l'auto. Fait que c'est correct. T'es un transclasse aussi. Oui et non. Tu sais, je pense que moi, c'était pas une question monétaire chez moi. Je pense qu'on avait quand même pas pire d'argent, puis mes parents étaient quand même aisés. Mais la culture, c'était pas ça. Oui, c'est ça, c'est un lieu sans culture. Moi, j'ai jamais été au théâtre vraiment avant. Fait que c'est sûr que moi, quand je suis arrivé à l'école de théâtre, j'ai pris ce que je pouvais, c'est-à-dire ce que YouTube et les plateformes me donnaient. Puis là, à un moment donné, tu réalises qu'il y a d'autres choses. Puis j'ai été initié. Ça, c'est une grande chose de la vie. Là. Les professeurs, là, c'est pas... c'est pour ça que quand t'es prof, ça me surprend pas. Ça prend des profs là, comme toi, passionnés, qui sont capables de transmettre. Puis de te faire aller plus loin, tu sais. Ça, c'est l'étape 1, là. Mais ça, c'est un bon coup, ça aussi. J'aime beaucoup transmettre aussi. Beaucoup. Transmettre. Parce que j'apprends beaucoup aussi des gens plus jeunes que moi. C'est quoi la fameuse phrase, là? Transmettre, c'est comme une bougie, tu sais. C'est pas parce que tu la transmets d'une autre bougie à une autre bougie que ça s'éteint. Au contraire, c'est que ça se multiplie. Alors que si j'ai 20$ dans mon portefeuille, c'est allumer le feu. Il me reste 0. Exact. Alors, André Brassard disait qu'il allumait le feu. Donc, allumez! Oui, pour vrai, c'est un peu de Johnny Hallyday. Mais Johnny! D'ailleurs, à la commémoration d'André Brassard, qui est décédé cette année, ça finissait sur allumer le feu de Johnny Hallyday. Donc, c'est festif? Oui, c'est festif. C'était justement pour pas être dans la solennité macabre. Oui. C'était quelqu'un de vivant. En fait, moi, je t'invite à plugger, en fait. On a un peu fait par la bande pour le théâtre, mais il y a probablement autre chose que tu veux plugger. Et s'il n'y a rien, c'est bien correct. Là, c'est ça qu'il y a le spectacle au TNM jusqu'au 19 février. Sinon, il y a dans le Château du Ciel, mi-mars à mi-avril à Denis Pelletier. Voilà, on est 11. C'est un gros show épique. Ça va être super. Un drame historique, mais très bien fait, très bien ficelé. Voilà. Un beau personnage queer aussi. Wow! Ouais. Sinon, des choses qui s'en viennent l'année prochaine, il y a des trucs sous embargo que j'ai pas le droit de dire encore, mais il y a des belles choses au théâtre qui s'en viennent, et comme tournage aussi. Mais tu sais, sinon, je fais de la télé un peu. Là, j'ai un rôle dans Alerte, là, mais tu sais, c'est pas un grand rôle, là. OK, voilà. Il n'y a pas de petits rôles. Hein. Non, c'est pas vrai. Il n'y a que de petits acteurs. Oui, tout à fait. Ouais. Mais non, je te taquine. Mais merci. Puis merci. Je dis merci à tout le monde parce que c'est pas donné à tout le monde de se livrer, ni d'accepter. Puis ce podcast-là ne peut exister que s'il y a des gens qui ont la générosité de venir, de se livrer, de répondre aux questions. C'est facile avec toi, c'est tout à fait naturel. Tu es très, 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 très aimable. Oui. Donc, merci. Merci à toi.